Donc on est ravis de vous accueillir tous les trois. Donc je vous présente Céline Chevillon, qui est avocate à Paris, experte en droit des affaires, parce que je m'étais trompé l'année dernière, c'est pour ça. Et Guillaume Proust, qui est avocat et pardon, on en a déjà une, qui est commissaire comptable et qui est commissaire aux comptes et expert comptable. Ça va venir, il faut toujours une ou deux petites minutes parce que là vous êtes nombreux, donc il y a un petit peu d'appréhension. Ça va venir, après ça va couler tout seul. Donc là on est ravis, je vous le redis, de vous accueillir pendant 45 minutes. J'espère qu'on aura sur le dernier quart d'heure pas mal d'échanges parce que le but il est vraiment là. On ne vous présentera pas en 30 minutes les différents statuts qui existent, toutes les petites astuces qui vont faire que chaque projet est vraiment intuitu, personae, qui va dépendre de 3 volets. Et c'est pour ça qu'on est venu à 3 au minimum pour vous en parler, parce que ça va toucher bien évidemment votre vie personnelle, avec ce qui s'est passé dans votre vie, les acquisitions que vous avez pu faire, les enfants que vous avez pu faire, les mariages que vous avez pu avoir. Donc tout ça, va falloir bien organiser votre création d'entreprise et votre prochaine société en fonction de ce premier critère-là. Le deuxième critère, c'est votre outil de travail, ce qui va devenir votre outil de travail, votre entreprise, avec au sein de ça les investissements qu'il y a à faire, la protection sur les biens de votre entreprise, sur les salariés que vous aurez aussi dans l'entreprise. Donc là, il y a des obligations, il y a des solutions à trouver et à avoir pour que ce deuxième volet de l'entreprise se passe très bien. Et le troisième volet sur lequel aussi on intervient, bien évidemment, c'est votre protection sociale à vous en tant que chef d'entreprise. Donc là, on va le voir et c'est ce qu'on va essayer de... Là, on va essayer de vous amener pendant une demi-heure. C'est l'impact de votre statut juridique va avoir un impact sur votre statut social. Et bien évidemment, ce statut social, il va falloir que vous soyez protégé tout au long de la vie de votre entreprise, de la création au développement et en passant par la transmission. Donc très important, là aussi, donc, on aime bien dire qu'on est vos accompagnateurs de vie, de vraiment, on vous voit naître, on vous aide, on voit votre développement et derrière, effectivement, on fait en sorte que la transmission de votre patrimoine, que ce soit entreprise ou le reste, se fasse aussi dans les meilleures conditions possibles. On va commencer tout simplement par la définition de la franchise. Alors, je me mets comme ça parce que je ne la connais pas par cœur. Donc, la franchise, c'est un système de commercialisation de produits, services, technologies reposant sur une étroite collaboration entre 2 entreprises juridiquement et financièrement indépendantes l'une de l'autre. Et c'est là le principal élément où on va travailler. Vous êtes juridiquement, financièrement indépendante en tant que franchisé. Donc là, impératif pour vous de prendre les bons conseils, d'avoir les meilleurs atouts de votre côté pour choisir et optimiser au mieux vos choix. Après, on rentre vraiment dans le partenariat et dans le contrat de franchise. Moyennant une contribution financière, une entreprise, le franchisé, donc vous, le futur vous, acquiert auprès d'une autre entreprise, donc le franchiseur, le droit d'utiliser son enseigne, sa marque, son savoir-faire, la commercialisation de ses produits ou ses services, conformément aux directives prévues dans le contrat, tout en bénéficiant d'une assistance commerciale ou technique. On veut peut-être ajouter, Frédéric, qu'il existe 3 types de contrats de franchise. Le contrat de franchise de production, de service, et le contrat de franchise également de distribution. Alors sur la production, vous avez un savoir-faire qui est mis à disposition par le franchiseur. Sur les services, vous allez éventuellement distribuer en effet les services qui sont packagés par le franchiseur. Et sur la partie distribution, vous distribuez des produits qui sont limitativement énumérés dans le cadre également du contrat de franchiseur. Alors peut-être une petite précision au niveau pratique. On commence à vous voir prendre des photos des slides. N'hésitez pas à la fin à nous donner en fait vos références et nous vous enverrons les transparents. L'intégralité, ce sera peut-être plus simple que de prendre en photo chaque transparent. Oui, alors ça sera tout à fait disponible. Vous avez juste à tourner votre tête à 180 degrés. Vous avez le stand GAN juste derrière. Vous laissez votre carte de visite, votre email essentiellement, et vous aurez effectivement l'ensemble des... Oh là, je vais tomber. L'ensemble des éléments qui vont défiler derrière nous, sachant que je vous le redis, qu'il y a certains slides qu'on va passer assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Donc c'est dimanche, on n'a pas envie de s'embêter avec les chiffres tout de suite. Donc là, j'espère que vous l'aurez compris pendant ces 30 minutes, votre projet, chaque projet, vous êtes, je ne sais pas, 200 en face de nous là, chaque projet est unique.
Soyons clairs, chaque projet est unique. Donc la solution de Pierre, ça ne sera pas la solution de Paul, ni celle de Jacques, ni celle de quelqu'un d'autre. Je pense que ce qu'il est important de retenir dans cette introduction, c'est que l'objectif, là, en une demi-heure, c'est de vous apporter un vernis des questions qu'il faut se poser et ensuite de creuser ces questions pour prendre les bonnes décisions. Donc l'objectif, là, c'est que à la fin de cette présentation, vous ayez quelques questions sur lesquelles vous sachez que vous aurez besoin de travailler pour avancer sur la mise en place de votre franchise. Donc dans les slides suivants, on va tenter de voir ensemble le cadre général de la franchise. Je me lève parce que vous allez m'en vouloir, mais je ne les ai pas appris par cœur. Avec les obligations réciproques des parties, les caractéristiques des différents statuts juridiques et les impacts que ça peut avoir, et l'aspect financier, là, ô combien important. Et en deuxième partie, on verra que la protection sociale complémentaire en France, tout ce qui est les régimes obligatoires, ce n'est pas suffisant. Donc, nécessité d'optimiser le statut du dirigeant. Et aujourd'hui, un point qui est très important pour vous, c'est d'optimiser bien évidemment aussi le statut de votre conjoint. Et puis on conclura gentiment. Alors aujourd'hui, si vous êtes présent ici au Salon de la franchise, c'est que le sujet vous intéresse. Vous avez commencé à regarder l'intérêt et les contraintes de ce mode d'activité. Potentiellement, vous savez aussi dans quel type d'activité vous voulez vous orienter. Vous aurez au moins 5 questions avant de vous lancer dans l'aventure à vous poser, déjà à connaître ce qu'on appelle le DIP, le document d'information précontractuel, qui est donc essentiel dans la mise en place de votre contrat de franchise. L'autre point sur lequel il faudra être très vigilant, c'est que vous avez souvent, dans cette période de pré-réservation, des clauses qui vous obligent de payer une certaine somme. Assurez-vous que ces sommes seront remboursées s'il y a une interruption du lancement de votre opération avec le franchiseur qui est indépendante de votre volonté. Donc ça, c'est très important. Et évidemment, faites-vous accompagner aussi par vos conseils habituels, l'avocat et l'expert comptable, entre autres, qui vous aideront à en avoir une lecture précise. Dans les 3 autres points, le choix du statut juridique, on en reparlera. Vous verrez que nous avons une préconisation forte pour les sociétés de capitaux et on vous expliquera pourquoi. Par ailleurs, autre point essentiel, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le business plan, le plan d'affaires, qui est en 2 parties. Une partie littéraire où vous expliquez votre projet, le montage du projet, vos associés, est-ce que vous travaillez en famille, que sais-je encore, quels sont les atouts pour vous faire confiance. Et puis une autre partie qui est une partie plutôt financière, dans laquelle on reparlera un petit peu plus tard également, et qui est essentielle pour montrer que votre projet est viable par rapport à vos apports pour faire le montage, par rapport également aux investissements qui sont demandés par le franchiseur, etc. etc. Et dernier point essentiel, est-ce qu'en effet, puisque c'est souvent le cas, votre conjoint vous accompagne ou pas? On verra que le choix se fait beaucoup sur la nature sociale et du statut du mandataire et éventuellement du statut du couple qui va travailler dans cette affaire. Je laisse la parole à Céline pour le cadre général du contrat de franchise. Oui, merci Guillaume. Alors, je voulais juste quand même faire une petite précision sur le document d'information précontractuelle, qui est effectivement le premier document qu'on va vous remettre, qui est un document qui est très important, que vous avez 20 jours pour étudier. Pourquoi c'est important ce document? Parce que c'est là où vous allez avoir des informations sur votre franchiseur, mais également sur le réseau de la franchise, avec les montants des investissements que vous allez être amené à effectuer pour rentrer dans la franchise. Donc c'est un document que vous avez 20 jours pour étudier, pour vous former votre religion, qu'il faut étudier notamment avec votre expert comptable, parce que c'est lui qui va pouvoir vous aider à ce moment-là pour monter votre business plan. Alors, sur le cadre général du contrat de franchise, sachant que généralement, ce contrat de franchise vous est remis en projet avec le document d'information précontractuelle. Alors, c'est ce qu'on appelle chez nous un contrat innommé qui est conclu entre 2 commerçants qui sont indépendants. On vous l'a dit à titre introductif, je crois que l'indépendance est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune immixtion de la part de votre franchiseur dans votre gestion quotidienne. C'est également sa deuxième caractéristique, un contrat d'adhésion, c'est-à-dire qu'on va vous remettre un pavé comme ça, que vous allez donc étudier avec attention, mais ne vous faites aucune illusion ni n'attendez de miracle de la part de votre avocat pour négocier
ce pavé, parce que généralement sur les très grandes franchises, c'est un contrat que l'on vous donne, vous le prenez en l'état, vous le signez ou pas, parce que de toute façon, si vous ne le signez pas, il y a 20 petits camarades qui sont derrière et qui sont prêts, eux, à le signer. En revanche, vous avez un peu plus de marge de manœuvre sur des plus petites franchises où là, vous pouvez avoir une meilleure proximité avec le franchiseur et donc vous pouvez davantage négocier. Alors, on va voir successivement les obligations du franchiseur et les obligations du franchisé. Alors, votre franchiseur, il a pour obligation de vous transférer son savoir-faire. Alors, le savoir-faire, c'est quoi? C'est un ensemble de secrets et d'informations qui ont été pratiqués, éprouvés, expérimentés par le franchiseur et qui vous dit, voilà, j'ai testé pour vous et ça marche. Ça marche si vous suivez ma méthode commerciale que j'ai pratiquée et testée pour vous, expérimentée depuis de nombreuses années. Alors, ce savoir-faire doit être accessible et vous conférer un véritable avantage concurrentiel. C'est-à-dire le but d'aller dans une franchise, c'est d'avoir une marque et une puissance de marque qui est déjà existante et qui permet ainsi aux chalands d'être drainés chez vous à cause de cette enseigne et de la qualité de l'enseigne que vous allez exploiter. Juste un mot sur la marque. Si dans le contrat de franchise, il y a une licence de la marque, il faut bien penser à faire les formalités auprès de l'INPI pour des questions d'opposabilité aux tiers. Alors, la deuxième obligation de votre franchiseur, c'est d'assurer votre accompagnement et d'animer le réseau. Donc principalement, c'est quoi? C'est vous fournir une assistance commerciale et faire des actions de promotion et de publicité. On connaît tous les publicités McDonald's à la télévision. Voilà, ça, c'est les actions effectuées par le franchiseur. Ensuite, troisième obligation, il vous apporte assistance, c'est-à-dire il vous fait une formation initiale. Vous êtes formé à la vente de son produit ou de ses services en fonction de la franchise que vous adopterez. Et vous avez une assistance technique et puis c'est lui qui vous approvisionne au niveau des produits et services. Alors ensuite, quelles sont à vous vos obligations en tant que franchisé? Alors la première de vos obligations, ça va être bien sûr de payer une redevance. Alors c'est là où Guillaume vous expliquera tout à l'heure comment ça marche financièrement. La redevance, c'est très important. C'est à peine généralement de résolution de votre contrat si vous ne le payez pas. Donc, il faut bien la négocier en amont. Deuxième obligation, vous devez vous approvisionner exclusivement, voire quasi exclusivement en biens et services auprès de votre franchiseur qui, corrélativement à l'obligation, bien sûr, de vous livrer, là encore, à peine de résolution du contrat. Ensuite, vous avez l'obligation de vendre sur votre territoire et sur votre territoire seulement. D'ailleurs, l'une des clauses très importantes à avoir dans votre contrat de franchise, ça va être votre exclusivité territoriale, c'est-à-dire sur quel secteur géographique vous allez avoir le droit de vendre vos produits et services. Ensuite, vous devez exploiter cette franchise seulement dans ce secteur géographique. Juste 3 petites clauses à regarder également avec attention. La durée, parce que sachez qu'il n'y a jamais de renouvellement normalement qui est automatique. Donc c'est bien important de voir la durée, combien de temps on vous accorde cette franchise et comment vous pourrez la renouveler. C'est également un contrat qu'on appelle intuitu personae, c'est-à-dire qui se conclut entre vous et le franchiseur. Et si moi, franchiseur, je conclus avec vous, monsieur, ce n'est pas pour me retrouver avec vous, madame. Donc ça, c'est très important de bien négocier les clauses d'intuitu personae. Vous avez également 2 clauses très importantes qui sont des clauses post-contractuelles, qui sont les clauses de non-concurrence. Je vais passer assez vite parce qu'on sait tous ce que recouvre la non-concurrence. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la clause de non-réaffiliation. Celle-ci est différente de la clause de non-concurrence, mais elle est surtout plus souple. C'est-à-dire qu'on vous interdit de vous réaffilier dans un réseau, mais ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas exercer votre activité librement. Donc généralement, vous veillez à bien étudier les durées de ces clauses, qui sont maximum de 5 années, le secteur géographique et le fait que ça soit bien proportionné à l'intérêt de défense des franchiseurs. Alors on l'a vu, un cadre juridique assez structurant. Pour vous poser la question de savoir quelle forme juridique
prendre. Vous avez évidemment la question quelle est la nature de mon activité ou encore quels sont les volumes de mon activité. Encore une fois, aujourd'hui, par rapport à cette activité commerciale et une mise en responsabilité qui peut toujours se faire, on vous recommandera davantage la forme d'une société de capitaux qui sera avec une responsabilité plus limitée, en particulier la SRL ou la SAS dont on parlera après. On évoquera rapidement l'entreprise individuelle et on vous expliquera pourquoi on y est moins favorable. Ensuite, les vraies questions pour faire la distinction entre SRL ou SAS, parce qu'aujourd'hui, les deux statuts sont très très proches. Vous avez un capital social qui peut se fixer librement. Vous avez des statuts qui sont certes assez différents, puisque sur la SAS, on a une plus grande marge de manœuvre. Mais la vraie question qu'il faudra se poser, c'est quel statut je veux avoir. Est-ce que je veux être gérant de ma SRL au statut travailleur non salarié, ou est-ce que je veux être président avec un statut de quasi-salarié, avec des coûts salariaux qui sont très différents. Pour faire simple, sur la SARL, on sera sur des coûts en fonction de la convention collective du secteur d'activité sur un coût de 1,4 à peu près, alors que sur la SAS, on sera sur un coût de 2 à peu près, c'est-à-dire vous versez 100. Sur la SARL, ça vous coûtera à peu près dans les 140, 150. Si vous versez 100 sur la SAS, ça vous coûtera à peu près 200. D'accord ? Et tout ça est lié en fait au statut social qu'on vous détaillera un petit peu après. L'autre question fondamentale, c'est qui sont mes associés ? Et là, en fonction de la nature de vos associés, pour faire court, si vous êtes plutôt avec un actionnariat qui est un actionnariat familial ou un actionnariat restreint, la SRL sera souvent privilégiée, d'accord, parce qu'on maîtrisera dans une forme juridique qui est connue depuis longtemps le mode de fonctionnement. Si on est sur un actionnariat plus diffus avec différents types d'investisseurs, la SAS vous permettra davantage de clauses, vous permettra éventuellement même d'ailleurs d'associer vos salariés en émettant des outils particuliers qui ne peuvent pas exister dans la SRL. Donc ce seront vraiment les deux points à suivre, la partie mandataire social et puis également la nature de l'actionnariat. Donc, une fois que vous êtes posé toutes ces questions, ça marche bien, oui. Une fois que vous êtes posé toutes ces questions, va vous rester en fait deux choix, d'accord ? Soit entreprendre à titre individuel, soit entreprendre sous forme sociétale. Donc on va le voir assez rapidement, parce que d'une part, on n'a pas trop le temps de rentrer dans le détail, et d'autre part, nous, on a pris le parti d'orienter les choses parce que le fait est que dès que vous êtes un franchisé, on l'a vu, les contraintes font que si vous n'avez pas une société ou si vous ne vous créez pas sous forme sociétale, avec une société donc dite plutôt de capitaux, vous allez avoir du mal à être crédible. On comprend bien que si j'ai aucun apport dans ma société, si je vais voir le banquier en disant tiens, il me faut 5 000 euros pour aller acheter de la marchandise, ça veut dire monsieur, quel gage vous me donnez ? Donc, outre le fait qu'il y a différentes solutions qui peuvent s'adapter à titre individuel, je ne vais pas dire que ce n'est pas valable pour aucune franchise, mais pour nous, il faut des franchises avec de très faibles investissements, avec des éléments qui font qu'il n'y a pas forcément de risque sur vos biens propres, essentiellement. Maintenant, si on détaille... Je me lève parce que... Juste peut-être un mot d'ailleurs sur le côté protection de vos biens propres. Sachez que l'avantage de l'entreprise individuelle, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle une déclaration d'insaisissabilité de votre résidence principale qui est reçue par votre notaire et publiée à la conservation des hypothèques et qui évite à vos créanciers qui naîtraient postérieurement à cette déclaration de venir saisir votre maison. Donc là, en tant que en tant que travailleur indépendant, vous serez considéré comme je dirais une personne seule, le chef d'entreprise seul. Vous avez différentes solutions, l'EI, le ERL. On voit tout de suite que la profession libérale ou l'artisan n'est pas du tout adaptée au métier de franchisé, d'accord, parce qu'il y a des caisses vraiment bien déterminées, c'est des professions vraiment réglementées. Maintenant, Céline vient d'en parler. Vous avez selon certains types de statut, un régime fiscal qui peut être choisi. Dans 98% des cas, vous serez sur le régime fiscal, sur l'impôt sur le revenu, parce qu'en fait, tout ce qui rentre dans votre entreprise, c'est comme si ça rentrait dans votre poche. Les affiliations au régime obligatoire,
on va dire, on va retrouver à peu près les mêmes items que quand vous êtes salarié, sauf que c'est des noms de caisses différents. Donc la maladie et la maternité sera gérée par le RSI. Les allocations familiales sont gérées bien évidemment pour l'URSSAF, pour les professionnels libérales, le RSI pour les artisans et les commerçants. Et pareil, vous aurez des obligations en retraite, invalidité et décès avec différentes caisses. Et vous serez rattaché en tant que commerçant au RSI principalement. D'accord ? Donc là, on verra dans la deuxième partie que ces régimes obligatoires, enfin, je pense que vous avez tous la télé, que vous lisez un petit peu les journaux, que vous écoutez la radio. Bon, aujourd'hui, on sait que dans l'ensemble de ces domaines-là, les régimes obligatoires ne sont pas suffisants. Donc on vous montrera dans la deuxième partie comment mieux optimiser les choses. Donc là, on voudrait plutôt s'arrêter avec vous sur cette deuxième partie un peu plus longuement, avec la possibilité d'entreprendre dans le cadre d'une société, donc avec plutôt la notion de société de capitaux, avec des choix qui peuvent aussi s'offrir à vous, la SARL, la SAS, avec différentes variantes. Et aujourd'hui, une dernière item qui est la société anonyme, sur laquelle on va peut-être un petit peu moins s'arrêter parce qu'il y en a un petit peu moins. Bon, là, ça... C'est devenu beaucoup moins tendance Voilà. depuis que la SAS a changé de régime juridique. Alors, juste pendant qu'on est sur ce slide, quelques petites questions quand même à se poser pour vous aider à choisir le statut qui finalement sera soit SARL, soit SAS. Quel statut social, vous, chef d'entreprise, vous souhaiterez privilégier ? Est-ce que votre conjoint sera amené à travailler avec vous ? Est-ce que d'autres actionnaires seront amenés à être au capital ? Ces questions-là peuvent vous guider dans le choix de l'une de ces deux formes sociales qui sont SARL et SAS, qui peuvent être indifféremment régies à un associé ou plusieurs associés. Et quand même, on peut toujours changer de forme sociale en cours de route. Donc même si vous créez une SARL, vous pourrez toujours vous transformer en SAS si demain les conditions s'y présentent et sont plus adaptées à la défense de vos intérêts. Alors, dans les slides suivants, je vais vous les passer ensemble, on a vraiment détaillé les conditions d'accès, qu'est-ce que c'est qu'une SARL, qu'est-ce que c'est qu'une SA, les différentes conditions. Ce n'est pas nécessairement le sujet. On va vous le laisser, c'est pour ça que ça sera intéressant pour vous de l'avoir peut-être après en détaillé, et puis qu'on travaille en tête à tête sur votre projet. Maintenant, on vous l'a dit, le temps nous est compté. Ce qui va être important de savoir, c'est que vous l'aurez compris, on est plutôt sur un type de société de capitaux. Que vous soyez SARL ou que vous soyez en SA, en fonction, je dirais, de votre choix, vous aurez un statut qui va être soit travailleur indépendant, comme on l'a vu sur la première slide, avec le RSI qui va dépendre de vos cotisations. Là, c'est bien résumé sur le tableau. Est-ce que Guillaume, tu veux dire un petit mot sur ce tableau-là? Mais là, c'est très bien résumé. Vous allez avoir, en fait, si je me lève pour être plus clair, vous allez avoir, je crée ou j'ai l'intention d'être seul, donc j'ai plusieurs options et j'aurai plutôt un statut social de TNS, donc le RSI, travailleur indépendant, ou alors à plusieurs. Alors, on vous a mis quelques alternatives. On n'a pas parlé de la SNC, mais là, ce sera des cas vraiment très particuliers. Ou alors, je suis un SARL. Là, j'ai le choix. Je suis majoritaire ou minoritaire, donc là j'aurai un statut RSI, ou alors si je suis en SA, là par définition j'aurai un statut de dirigeant salarié. Voilà. Alors un dirigeant salarié, contrairement à ce qu'on a vu sur le slide, le tout premier slide, vous serez, contrairement au RSI, vous aurez les mêmes caisses que les travailleurs indépendants. Vous aurez les mêmes cotisations, sauf que vous êtes au régime de la sécurité sociale, comme je pense 98% des gens qui sont ici connaissent. Donc, en tant que chef d'entreprise, vous êtes assimilé comme un cadre. Donc, vous avez une fiche de paye classique, en sachant, on n'en a pas parlé, on n'a pas assez souligné, ça vient un petit peu après, que en tant que chef d'entreprise, vous n'avez pas de chômage, vous n'avez pas de garantie de perte d'emploi. Donc, nécessité dès la création, je sais, c'est pas très drôle de penser à ça, mais dès la création, de vous protéger sur le risque chômage. Guillaume, peut-être un point à préciser sur les statuts. Donc vous l'avez vu, le choix va se faire surtout par rapport au choix du statut du mandataire social. Ce qu'on peut peut-être rajouter d'ailleurs, qui fait qu'on se concentre aujourd'hui sur la SARL et la SAS, c'est que sur la société anonyme,
vous avez une obligation de nommer un commissaire aux comptes à la création, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui depuis le 1er janvier 2009 sur la SAS. Donc on a vraiment 2 statuts qui sont très similaires sur les autres points, à savoir sur le capital, sur la constitution de statut, sur le mode de fonctionnement au quotidien, si ce n'est qu'en effet les modes seront peut-être plus souples sur la SAS, mais peut-être plus contraignant sur le statut du mandataire social, en tout cas plus coûteux au niveau social. Alors, je ne voudrais pas prendre la défense de ta profession, mais un commissaire aux comptes, c'est quand même jamais non plus une plaie. Je veux dire, un commissaire aux comptes, il est là pour certifier vos comptes, leur donner une vraie valeur et une certification. Et je crois que ça ne doit pas être nécessairement perçu comme une contrainte. Je préciserai juste 2 choses par différence entre SARL et SAS. Aujourd'hui, ces 2 structures qui sont vraiment devenues très proches, puisqu'il n'y a plus les montants de capital social minimum légal qui avant étaient de 37 000 €, donc qui pouvaient un peu freiner la création des SAS. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors en même temps, il ne faut pas s'illusionner. Les créations de sociétés au capital de 1 €, ça ne peut pas marcher parce qu'il vous faut un montant de capital minimum qui sera d'ailleurs nécessairement en corrélation avec le montant de l'investissement qui vous sera demandé par votre franchiseur. Et ça sera vraiment des points à étudier avec beaucoup d'attention avec votre expert comptable. La seule vraie différence entre la SARL et la SAS, outre le statut social que l'on a évoqué tout à l'heure, c'est la grande liberté rédactionnelle des statuts. Il y a une très grande souplesse dans la SAS qui n'existe pas dans la SARL. Et la nécessité, si vraiment vous envisagez de faire rentrer des actionnaires avec vous, privilégiez la SAS pour pouvoir insérer des pactes d'actionnaires parce que c'est important d'envisager les sorties des actionnaires, comment ça marche. Merci Céline. Alors, ça fait une excellente transition avec les aspects financiers, la slide suivante. Pour vous dire que typiquement, dans les documents que vous aurez à présenter, vous aurez donc un business plan, un plan d'affaires, avec une partie financière. Et dans cette partie financière, vous aurez au moins 4 documents qui sont à présenter, quelle que soit la franchise que vous reprendrez, ou même, j'aurais tendance à dire, quel que soit le projet de création d'entreprise que vous avez. Vous aurez ce qu'on appelle un plan de financement. Vous aurez également un bilan et compte de résultat prévisionnel, un budget de trésorerie détaillé en général sur 12 mois. Et il peut même être demandé également un détail de la TVA prévisionnelle aussi sur 12 mois. Alors, pour parler du document, un des documents principaux, le plan de financement, permettra, entre autres, à vos associés, aux financiers qui vous financeront, de connaître justement quels sont les investissements, et en particulier les investissements initiaux que vous avez à faire pour réaliser votre projet. Et quand vous listerez d'ailleurs les différents investissements que vous avez à faire en termes d'agencement, en termes d'honoraires à payer par rapport à des frais d'agence ou que sais-je encore, les redevances initiales à payer, les différents éléments qui sont prévus dans les clauses de votre contrat pour lancer votre affaire, vous vous rendrez compte que ça se chiffrera en milliers d'euros, en dizaines de milliers d'euros. Et d'office, vous comprenez l'obligation, dans le fond, si vous avez, je sais pas, un investissement minimal de 10, 15 000, 20 000 euros à faire au départ, d'avoir un capital de votre société, que ce soit une SARL ou une SAS, qui est non pas forcément équivalent, mais qui forcément représente déjà une partie importante de cet investissement, tout simplement parce que vous mettrez en effet de l'argent dans votre structure qui sera utilisé pour réaliser ces investissements. Donc on comprend tout de suite qu'il faut un capital minimum pour créer sa structure. Ne cherchez pas à la sous-capitaliser, ce serait partir avec un handicap. L'autre point important, très rapidement, parce que nous sommes déjà quasiment en dépassement de temps, il faut vous faire accompagner, évidemment, parce qu'une fois que votre structure sera lancée, vous allez être tout de suite dans l'opérationnel. Et dans l'opérationnel, vous allez consacrer 150% de votre temps à gérer votre franchise. Et vous n'aurez plus forcément le temps de gérer les aspects financiers, gestion, juridique.
Et donc là, vous avez intérêt en effet de ne pas avancer tout seul dans cette affaire. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui en effet décident de faire tout eux-mêmes. Ils prennent des modèles par-ci, ils prennent un logiciel en ligne qui peut leur faciliter la vie. On se rend compte que souvent, au bout de 6 mois, ils viennent nous voir parce qu'évidemment, ils sont dépassés par le sujet. Ce n'est pas leur métier. Moi, quand j'ai besoin de faire de la peinture dans mon cabinet, j'appelle un peintre, tout simplement. Et je pense que les bons entrepreneurs qui ensuite, d'ailleurs, développent une franchise, 2 franchises, 3 franchises, en général, ont leurs bons conseils pour les accompagner, parce que vous aurez besoin d'avoir des tableaux de bord, parce que vous aurez besoin d'anticiper votre trésorerie, parce que votre business plan ne se réalisera jamais comme vous l'avez anticipé. Il permet de savoir si vous allez être capable de vous réajuster en fonction des hypothèses réelles, terrain que vous vivrez. Donc il est juste essentiel d'avoir les bons outils, les bonnes personnes autour de vous pour avancer. Et c'est également apprendre comme un investissement. Souvent, les entrepreneurs qui démarrent, qui n'ont pas eu cette expérience avant, ne voient la chose que sous un angle coût. Il faut le voir sous un angle retour sur investissement qui est beaucoup plus fort, parce que vous éviterez un certain nombre d'écueils et parce que quand il y aura des périodes un peu plus difficiles, vous aurez les bonnes personnes autour de vous pour passer ces caps qui ne sont pas forcément toujours simples. Voilà. On enchaîne avec Frédéric. Ça pourrait être juste un mot sur l'assurance mandat ad hoc qui existe. Comme ça fait une bonne transition pour Frédéric pour nous parler des assurances complémentaires que vous serez amené à devoir prendre. L'assurance mandat ad hoc, qui d'ailleurs je crois est promue par le GAN aussi, vous permet, adossé à votre responsabilité civile, de cotiser pour si l'entreprise est en période de turbulence et a besoin de mettre des mesures de prévention et avoir besoin d'avocats et d'experts comptables à ses côtés. Il y a une enveloppe d'honoraires qui est prise en charge pour vous aider à passer cette période un peu difficile. Bon, Guillaume l'a dit, j'ai mon chef qui me fait des 5, 4, 3, 2, 1. On vous l'a dit, on est passionnés tous les trois par le sujet. En plus, on s'est dit c'est dimanche après-midi, on a le temps qu'il faut, on est tranquille, on est vraiment très très timé. Le but du jeu dans les prochains slides, il y en a encore 7 ou 8 à voir. Je veux bien que vous m'écoutiez encore religieusement, que vous nous écoutiez religieusement. On préférerait avoir vos questions et que ce soit un peu plus interactif. Donc on va essayer de passer, là c'est ma partie. C'est là où je dois vous dire, vous le savez, le régime obligatoire, vous allumez la télé, vous lisez les journaux, les régimes obligatoires. Alors vous avez vu, vous avez 2 choix. Vous avez le choix, on vous a un peu mis tout parce que vous avez l'ensemble général et j'espère que vous avez compris que vous aurez le choix, vous, de toute façon, société de capitaux. Vous serez soit majoritaire, soit minoritaire. Donc, vous serez soit rattaché au régime des indépendants en tant que commerçant, ou soit rattaché au régime des salariés en tant que cadre dirigeant. Donc, 2 choses. Les dirigeants, les commerçants, vous cotisez pour 36 000 euros. D'un côté, c'est ce que vous a dit Guillaume, un peu avec la notion de 1, 4 et 2. D'un côté, je cotise 17 000, 26 000. De l'autre côté, en cotisation retraite, je cotise 8 000, 11 000. Donc, vraiment des disparités assez importantes. Et en tant que commerçant, par exemple, en prévoyance, je vais cotiser 818, mais je vais avoir un montant alloué. Dirigeant salarié, c'est différent. Si demain vous êtes un dirigeant à 1 000 euros, vous avez un problème, votre rémunération donnera votre base de remboursement de prestations. La sécurité sociale partira sur 1 000 euros. D'où la importance, oui, alerte rouge. Attention, ne vivez pas que sur les dividendes. Les dividendes, ça ne marche pas. Si j'ai 1 000 euros par mois, mais qu'avec mes dividendes annuels, parce que ma boîte, elle explose, j'ai un complément de salaire qui, en moyenne, me fait 3 000 euros, on comprend bien que si demain, il vous arrive quelque chose, votre salaire en tant que salarié sera déclaré, dirigeant salarié sera déclaré sur 1 000 euros. La sécurité sociale, l'assureur, vous remboursera sur une base de 1 000 euros, alors que vous, pour vivre, vous comptez sur vos dividendes et que vous avez en moyenne 2 000 euros en plus. Donc là, il y a aussi des assurances et des possibilités de couvrir vos dividendes. Mais pensez-y. Donc le but du jeu, il est de vous montrer vraiment les faiblesses du régime et le coût que ça peut avoir. D'accord ? Aujourd'hui, on a vu que ce que vous cotisez au-dessus, on voit que vous avez une indemnité journalière maximum de 49 et de 41. Vous avez une rentabilité de 18 000, maximum de 18 000. Donc là, sur certains salaires, on voit bien qu'il y aura nécessité de se couvrir. Le capital d'essai, en général, c'est nettement plus intéressant pour un dirigeant salarié parce que c'est proportionnel à son salaire. On va essayer de passer très vite et on a 2-3 petits points d'attention. Je vous le redis, attention, c'est surtout le dernier point. Vous n'avez pas le droit au régime chômage.
vous prenez des risques, vous êtes travailleur indépendant, vous êtes assimilé salarié, un chef d'entreprise en France qui embauche des gens, qui essaie de développer, qui crée de l'emploi, bah, vous n'êtes pas protégé du chômage. Donc je sais que ce n'est pas très drôle, mais vous avez des dotations qui sont destinées à effectivement cotiser pour la perte d'emploi. Donc on va le voir juste après, qui vous permet de déduire des montants. Donc on l'a vu, les régimes de protection sociale en France, ils sont faibles. Par contre, on a la possibilité de se couvrir. Tout le monde a une mutuelle. Votre régime obligatoire, que ce soit travailleur indépendant ou salarié, ça ne sera pas suffisant. Vous avez la possibilité de vous couvrir en supplément. Pareil pour la prévoyance. Alors la prévoyance, le capital décès, on ne va pas trop insister, c'est plutôt l'indemnité journalière. Un chef d'entreprise, demain, c'est vous qui faites tourner la boutique. Si vous êtes vraiment obligé d'être arrêté pendant un long moment, le régime obligatoire ne suffira pas. Il faudra continuer à faire tourner la boutique. Et on en revient aussi aux protections hommes-clés, parce que vous êtes l'homme clé de la société. Il faudra aussi penser à vous protéger. Donc sachez que là, on vous a mis les maximums des déductibilités sociales et fiscales. Donc avant d'atteindre ces montants-là, là on est en phase de création, avant d'atteindre les enveloppes de déductibilité, on aura le temps de discuter entre assureurs, entre experts comptables, entre avocats de votre situation. Et puis sur certaines conditions, bien évidemment, l'accès aussi à l'épargne salariale. On va voir, et ça je vous l'ai déjà dit, c'est pas très drôle, c'est écrit en rouge, pas de salaire, pas de protection. C'est ce que je vous ai dit entre un salaire et les dividendes. Si je ne me verse pas de salaire, je ne peux pas être protégé, en toute logique. Donc là, très important aussi de faire la part des choses. Voilà. Le dirigeant TNS, on a mis quelques petits points de vigilance. La faiblesse des régimes obligatoires avec peu d'indemnités. Il y a certaines réglementations qui imposent de ne pas avoir d'indemnité les 90 premiers jours. Donc vous êtes chef d'entreprise, pendant 90 jours, vous avez 0. Votre régime obligatoire peut vous donner 0 dans certains cas. Et attention, vous venez pour la plupart du régime salarié, souvent cadre, il n'y a pas de correspondance à GIRC. Les TNS n'ont pas l'équivalent de retraite des cadres. Donc là aussi, on le voit dans les études de statut, nécessité de se couvrir. Et on l'a vu, il y a des enveloppes qui sont destinées, elles sont là, qui sont destinées, là aussi, avant d'aller mettre 68 000 € de déductibilité dans votre retraite, il y aura de la marge. On va se revoir. Donc voilà pour les chiffres. Alors là, par contre, très très important pour vous, parce que c'est vrai que Céline l'a dit, on signe un contrat avec le franchiseur, intuitu personae. Par contre, vous avez souvent votre conjoint qui intervient. Donc là, il y a 3 statuts, très simplement. Votre conjoint, vous le salariez. Vous voulez lui donner 1000, on a le coefficient de x2. Il faut que vous versiez 2000. Donc un conjoint salarié, ça coûte très cher. Vous avez la possibilité d'avoir votre... Excusez-moi, juste sur le conjoint salarié, il faudra vraiment lui faire un contrat de travail et on peut vous suggérer éventuellement de l'enregistrer aux impôts, juste pour lui donner une date certaine et une vraie force pour que si demain son statut venait être remis en cause, on puisse démontrer que dès l'origine, il avait un contrat de travail et qu'il est opposable. Donc, conjoint salarié, c'est un statut à proprement parler. C'est un salarié, donc considéré comme un salarié entre guillemets lambda. Vous avez la possibilité d'avoir le conjoint collaborateur qui a vu cette année ses droits étendus. Donc, vous cotisez maintenant pour les indemnités journalières. Vous avez une indemnité journalière qui peut être versée. Donc là, c'est un vrai statut de conjoint collaborateur avec des enveloppes. On l'a vu juste avant, le système des enveloppes fiscales et sociales qui peuvent être cumulatives. Donc, vraiment un régime vraiment particulier. Et là aussi, ça peut être intéressant. Alors, dans le cadre de la franchise, il faut voir comment on signe le contrat, mais ça peut être aussi intéressant d'avoir un statut de conjoint associé qui là, a des règles aussi particulières. Voilà. Là, attention sur le conjoint associé, parce que ça veut dire partager le capital social. Généralement, la grande mode, c'est de faire 50-50, qui est évidemment très déconseillé, puisqu'il faut quand même toujours qu'il y en ait au moins un qui ait le pouvoir. Mais je sais que c'est difficile lorsque l'on est marié, pour le meilleur et pour le pire, de se dire « on va rédiger des pactes ». Mais pourtant, croyez-moi, moi j'ai eu des cas de divorce au cabinet avec des gens qui travaillaient ensemble. Ça peut vite partir au pugilat. Donc, soyez très prudents là-dessus. Bon, vraiment, le but, vous l'avez compris, c'est que vous ayez l'info et qu'après, on aille plus en détail et que vous alliez plus en détail avec je ne dis pas votre, vous avez besoin de partenaires
Alors c'est vrai qu'il n'est pas là, mais bon, on va quand même le dire. Il y a aussi quand même le banquier, mais il y a l'assureur, il y a donc nous les avocats et les experts comptables. Où là, on est des partenaires privilégiés, je dirais presque incontournables, hein, vu la réglementation qui n'arrête pas de changer. Hein, demandez-leur, demandez-nous. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, elle ne sera pas celle de demain. Une fois que je vous ai dit ça, sauf si mes petits copains ont quelque chose à dire, il nous reste vraiment 5 minutes de questions. On est navré. On devrait en avoir un petit peu plus. À vos questions. Est-ce qu'il y a des mains qui... N'hésitez pas, on est entre On nous. a dû hein. être super clair. On est entre Si nous. vous nous laissez 5 minutes sans questions, on continue, on revient sur les slides d'avant. Hein. Ça nous... C'était clair, c'était parfait. Vous êtes bien studieux. S'il n'y a pas de questions, on va vous proposer de nous rejoindre sur le stand du GAN Assurance dans la foulée. Merci, merci Oui, à tous. merci à tous. Merci.